Je pense qu'il y a peut-être des questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, on a un petit quart d'heure, un petit peu moins pour y répondre. Ça sera surtout Philippe et Marjorie qui pourront répondre aux questions. Alors, si vous en avez à poser directement, n'hésitez pas à tout simplement désactiver votre micro qui est coupé et à poser votre question voilà, en échange, dans un échange voilà, euh, qu'on peut faire aussi J'ai maintenant. essayé de répondre sur la discussion elle-même dans un premier temps au cas où les gens soient amenés à partir un peu vite. Donc, je peux peut-être dire sur la première, il y avait une question notamment, enfin deux questions intéressantes que j'ai repérées de Sandrine, une patiente qui souhaite arrêter de fumer, pas de possibilité avec un addictologue, donc elle essaie de réduire ou du moins elle essaye de contrôler. C'est très souvent les fumeurs, c'est ce qu'ils vont essayer de faire quand ils sont dans l'intention d'arrêter, ils essayent de diminuer leur consommation dans un premier temps et finalement ils se font du mal et souvent c'est très compliqué pour pas grand-chose. Alors qu'en fait, en plus, c'est une personne qui avait un problème d'alcool avant, donc qui a amélioré sa consommation d'alcool, et elle s'expose à un très grand risque de récidiver sur l'alcool en essayant de diminuer la cigarette sans avoir un traitement addictolytique. Donc, il faut absolument, chez une patiente comme ça, qui a arrêté l'alcool, qui a des addictions au sens large, absolument, si elle doit diminuer la cigarette, c'est avec de la substitution nicotinique ou de la varénicline, en fait qu'avec un traitement pour éviter qu'il y ait une compensation ou une transformation, une bascule vers d'autres addictions, hein. Je me souviens d'un patient qui avait arrêté de fumer, qui s'était mis à jouer des jeux vidéo, et du coup, les jeux vidéo ensuite ont fait qu'il a rechuté dans le tabac. Et on a souvent des passages comme ça d'une addiction à l'autre parce qu'il a fait ça tout seul. C'est pour ça que c'est mieux accompagné par un professionnel de santé. C'est pas parce que voilà, on a assez de boulot. Hein, s'il pouvait arrêter tout seul, on serait bien content. Mais être accompagné, c'est justement éviter qu'il commette des erreurs par rapport à ça. Et la deuxième question, enfin, il y a eu plusieurs questions sur les ados. Alors, c'est vrai que les ados, c'est un public qui est singulier, dans le sens où, même s'ils commencent à être dépendants, hein, vous avez un ado qui fume 5 à 10 cigarettes par jour, c'est un addict. Et c'est probablement quelqu'un qui va avoir des problèmes. On rentre dans les addictions par le tabac. On ne rentre pas dans les addictions par le cannabis ou par l'alcool. En fait, la plupart des gens qui sont devenus addicts à l'alcool, au cannabis, aux drogues, etc., ils ont commencé de fumer. Et c'est le tabac qui est l'entrée dans les addictions. Et donc, chez les ados, le tabac, il rentre dans les addictions. Et donc, arrêter quand on est ado, alors qu'on ne se sent pas dépendant, alors que souvent ils le sont quand même, hein, mais où on ne se sent pas addict, du coup, pourquoi arrêter? J'arrête quand je veux. C'est pas un souci. Puis moi, j'ai que du bonheur à consommer. Donc, c'est très compliqué de les amener à un arrêt. Et je suis pas sûr que ça soit très contributif non plus, parce que voilà, on a tous essayé de transgresser des règles hein, quand on était ado. Donc le tabac, ben voilà, c'est peut-être un ritordalique pour certains. Ce qui est intéressant, c'est d'en discuter, de pouvoir en parler avec eux et puis de savoir pourquoi ils fument, quelle place ça a chez eux, qu'ils réalisent que finalement tout ça, soit c'est important, et du coup, si c'est important, c'est que souvent, ils ont des difficultés à mobiliser d'autres compétences, enfin du moins des compétences psychosociales pour gérer un certain nombre de situations. Ils ne savent pas gérer le stress ou bien c'est pour faire le kéké avec un groupe de pairs, etc., pour être comme les autres. Ou bien, par exemple, on sait que les ados qui font un bac pro fument beaucoup plus que les autres, tout simplement parce qu'ils font des stages en insertion professionnelle avec des maîtres de stage qui fument. Donc du coup, et là, s'ils veulent s'intégrer dans leur stage, ben, ils se mettent à boire de la bière et à fumer, quoi, en gros. Puisque en insertion professionnelle, c'est hyper banalisé. Et souvent, le cannabis aussi. Donc, il y a plus de fumeurs en bac pro, voire en bac technique, du fait de cette insertion professionnelle avec des plus grands qu'eux qui ont intégré ça dans leur vie courante. Donc, en bac général, on est souvent, tant qu'ils ne sont pas dans des difficultés C'est psychologiques, une, un- voilà, c'est on une n'est main. pas tout à fait dans ce profil.
Voilà, donc, et du coup, c'est pourquoi ils fument, quelle place ça a chez eux, qu'est-ce qu'ils en tirent comme gratification, soit à titre personnel, soit à titre de liens sociaux, soit. Et on essaye de comprendre ce qui se passe et on essaye de les aider à comprendre ce qui se passe par rapport à ça. Et pareil pour la cigarette électronique, c'est le même truc. La cigarette électronique, c'est souvent parce que les copains en ont, on veut faire comme les copains, etc. Ça serait plus nocif que la cigarette, ça serait pareil. Hein. C'est pas parce que c'est moins nocif, c'est parce que c'est à la mode, c'est tout. C'est plus le tabac maintenant, c'est has-been chez les jeunes en lycée général. Ça devient has-been. Donc c'est la cigarette électronique qui prend le dessus. Donc voilà. Or c'est un objet très symbolique de la société de consommation, du fric, de tout ça, la cigarette électronique. Donc, les faire réfléchir un petit peu sur la façon dont ils sont manipulés par rapport à ça et que du coup, ils sont adhérents à une société de consommation qui n'est pas écologique, qui est que le fric, etc. Ça leur pose pas de problème, très bien. Oui. Alors Philippe, on a une question qui est arrivée dans le chat pendant ta réponse, Philippe ou Marjorie d'ailleurs. Que peut-on dire aux patients? C'est une question de Sandrine qui dit je fume dès que j'ai des douleurs, ça les atténue. Plusieurs patients qui ont ce discours. Alors quelle réponse ou quelle Ben, peut-être Marjorie, sinon je peux répondre, hein, mais si Marjorie, tu veux répondre. Ton micro, Marjorie. Oui, en fait, moi je pense que dans cette situation-là, il y a un soulagement que la personne peut ressentir lorsqu'elle fume, car il y a dans les propriétés chimiques de la nicotine une libération en fait de dopamine qui va soulager effectivement les douleurs et faire diminuer un petit peu la pression. Et cette personne va associer ce moment à une diminution de ses douleurs et on rencontre beaucoup de personnes qui continuent à fumer et notamment du cannabis aussi. Alors là, c'est encore autre chose, mais pour gérer un petit peu les périodes algiques. Alors, souvent aussi, c'est la même problématique avec l'alcool. Et ce qui est le plus antalgique et le plus somnifère, c'est le sauterne. Hein. J'ai plusieurs patients qui m'ont fait la remarque. Pour dormir le soir, un petit verre les personnes âgées, c'est génial. À la place de leur Temesta, j'en ai eu plusieurs qui sont arrivés. Ah, j'ai arrêté le Temesta, docteur. Vous avez bien fait de me conseiller d'arrêter. Finalement, je suis très bien arrivé. Maintenant, je prends 4 verres de sauterne le soir. C'est super. Oui. Donc, ouais. Donc, c'est vrai que mettre en place une addiction, c'est vrai, ça va avoir plein d'effets gratifiants, notamment antidouleurs. On a des explications pharmacologiques pour l'alcool aussi. Hein. C'est anesthésiant, hein, les drogues de manière générale et le tabac aussi pour diverses raisons. Et puis, effectivement, en fait, c'est illusoire. C'est une action à courte durée. Et puis surtout, ça a un effet anxiolytique. Donc, la douleur, elle est génératrice d'anxiété. En plus, ils confondent souvent, la douleur va souvent être d'autant plus intolérable qu'ils sont en manque de nicotine. C'est-à-dire, le fait du manque de nicotine, ils sont stressés, anxieux, ça accentue la perception insupportable de la douleur, ils fument, ils remettent leur nicotine, ils sont moins anxieux, ils tolèrent mieux la douleur aussi. Donc, c'est un ensemble de phénomènes qui n'est pas… Mais du coup, s'ils pensent que nous, on peut leur expliquer que c'est grâce à la nicotine et que le patch va avoir le même effet. On peut essayer de leur vendre ça aussi. On le voit bien chez les patients hospitalisés. Hein. Un patient hospitalisé qui est fumeur, qui a été opéré, si on ne le met pas sous patch, il va être beaucoup plus douloureux, il va consommer beaucoup plus d'antalgiques qu'un fumeur qu'on met sous patch en post-opératoire. Hein, on avait fait une expérimentation en chirurgie vasculaire sur les amputations de fumeurs. C'était spectaculaire. Hein, on les mettait sous patch, ça diminuait l'usage des… Alors, tant qu'on y est, il y a une question qui est arrivée tout à la fin, et ça sera la dernière. Peut-on expérimenter des prises en charge en préopératoire? La question finale. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est absolument indispensable. C'est essentiel. Oui, c'est vraiment essentiel de débuter une prise en charge et même ça fait partie des recommandations
en périopératoire, ce qui va améliorer effectivement le post-opératoire et qui va améliorer, par exemple, dans le cas d'une chirurgie, la cicatrisation également. Ça doit faire partie de ce qui est renseigné normalement par l'anesthésiste, et il doit y avoir de la communication dans les salles d'attente, et vraiment le patient doit être impliqué et le soignant bien sûr dans cette prise en charge en périopératoire. Mais il y a des choses qui se développent notamment au CHU de Bordeaux pour pouvoir un petit peu mettre tout cela en pratique et peut-être augmenter cette prise en charge qui est encore malheureusement encore assez peu répandue. On intervient beaucoup en post-opératoire, mais finalement pas assez en préopératoire. Alors, il y a un projet qui, je crois qu'en effet, il y a possibilité d'échanger dessus, hein. C'est-à-dire, si quelqu'un travaille dans des cliniques où il y a des projets à mettre en place là-dessus, on est partant à fond. On a un projet qui est porté par Bergonier, soutenu par le CHU de Bordeaux, le Centre de prévention du CHU de Bordeaux, sur en effet l'arrêt du tabac chez les patients en chirurgie carcinologique, cancer du sein, hein. Donc où il va y avoir un sevrage tabac avant la chirurgie carcinologique. Donc c'est pour l'instant Bergonier, mais l'objectif à terme, ça soit étendu à toutes les structures de chirurgie carcinologique. Voilà, on commence là-dessus parce que finalement, eux sont très sensibilisés aux effets nocifs du tabac au niveau de la cancérologie. Mais en chirurgie vasculaire, par exemple, ça paraîtrait une évidence. Un patient qui va être amputé, qui a des problèmes d'artérite, un anévrisme de l'aorte abdominale chez le fumeur, ou les endartériectomies pour des AVC, des carotides. Il y a plein de chirurgies qui justifient d'avoir et post-opératoire un sevrage tabac, puis voilà, les autres cancers, bien sûr, pas que le cancer du sein. Donc, je pense que il y a en effet des projets très spécifiques avec des parcours un peu dédiés pour les patients en chirurgie, notamment quand ce sont des pathologies. Il y a aussi tout ce qui est chirurgie plastique, esthétique, etc. aussi. Ensuite, il y a tout ce qui est chirurgie stomatologique, les implants, les choses comme ça. C'est trop rien. C'est énorme, énorme, et une bonne opportunité. On dit que la femme enceinte, c'est une opportunité pour arrêter de fumer, mais la chirurgie en est une autre. Notamment la chirurgie plastique ou même l'implantologie. C'est vrai que c'est un projet qui peut parfois être vraiment très important pour le patient. Ça lui tient à cœur et vraiment ça augmente sa motivation, et il a envie en fait d'avoir des implants, ou peut-être même une augmentation, une chirurgie mammaire, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça augmente sa motivation. Mais ce qui me paraît important pour faire court, c'est qu'il faut vraiment harmoniser les pratiques et que tout le monde ait le même discours, de l'anesthésiste à l'infirmier au bloc opératoire, à l'infirmier libéral qui fera les pansements. Il faut que l'on dise les mêmes choses et que le patient s'y retrouve et ne soit pas perdu dans des discours qui pourraient être discordants. Voilà, il faut qu'il sente et ça va augmenter sa confiance en nous également.